Nous sommes à Dijon-Longwy, sur la BA-102, l'une des plus anciennes bases aériennes françaises. Durant un siècle, c'est ici que les meilleurs pilotes étaient affectés. Des chevaliers du ciel, formés pour défendre, combattre, mais aussi faire rêver. Durant un siècle, c'est ici que les avions de chasse les plus performants entraient en service. Supersoniques, à réaction, à hélice. Durant un siècle, cette base stratégique joua un rôle essentiel dans les conflits où la France fut engagée. À travers la base de Dijon, c'est toute l'histoire de l'armée de l'air qui nous est racontée. Une histoire écrite par des hommes, des femmes et leurs avions. La base aérienne 102 est une base qui a une très grande pérennité. Elle a aussi cette particularité de constituer un élément culturel très fort pour l'armée de l'air. Cette base est identifiée donc à une base de chasseurs. On est vraiment dans un endroit historique. Cet espace-là a vu l'arrivée des premiers avions et surtout la création du centre d'aviation de Dijon qui est inauguré le 28 mars 1914. Quelques semaines après, les premiers avions arrivaient. 4 escadrilles de 6 avions qui étaient destinés principalement à l'époque à la reconnaissance et au réglage d'artillerie. Où va-t-on implanter des bases? On les implante du côté d'où peut venir le danger. Et le danger, en 1914, bien entendu, ou avant la guerre de 14, il est du côté des frontières du Nord et du Nord-Est. C'est là que vont apparaître les premières bases aériennes, les premiers centres d'aviation, en sachant que la France s'arrête à Metz. Et on peut dire qu'à la veille de la Grande Guerre, de la guerre de 14-18, en fait, on est tombé d'accord sur le fait que l'avion peut être un outil de combat. Devant ces hangars a eu lieu un événement majeur en 1916, le 13 mai plus particulièrement, jour où Georges Guillemer reçoit le premier drapeau de l'aviation française. Guillemer a été choisi pour cet événement symbolique parce qu'il représentait la jeunesse, l'héroïsme, la fougue, la foi en la victoire. Et déjà en 1916, il était titulaire de 8 victoires aériennes, chevalier de la Légion d'honneur, médaillé militaire et déjà sous-lieutenant après seulement 1 an de service. Le voici auprès de son appareil qu'il avait plaisamment baptisé Vieux Charles. Guillemer, donc, c'est un homme, c'est un jeune garçon qui est malingre. Donc il est tellement malingre qu'en fait il se porte volontaire pour servir dans l'armée, qu'il en est rejeté et qu'il parvient à rentrer dans l'armée par le biais de l'aviation. Voilà, parce que sans doute on se disait finalement, le mettre dans l'aviation, c'est moins embêtant que d'en faire un fantassin. Petit à petit, il va passer son brevet de pilote militaire, il va voler, il va montrer un sens de la précision dans le tir extraordinaire. Et il va également donc acquérir progressivement un certain nombre de victoires. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire de l'aéronautique en 1914-18, il y a 2 sortes d'as. Il y a les as du début et il y a les as de la guerre totale. Les as du début, l'incarnation, c'est Guillemer. Ce drapeau porté par Guillemer devant les troupes est tout un symbole. Il constitue la première véritable reconnaissance de ces aviateurs devenus indispensables dans une guerre qui s'éternise. Ce jour-là à Dijon, l'aéronautique militaire française est consacrée.
Suite à cet événement qui a marqué vraiment les esprits, le quartier s'est très rapidement appelé le quartier Guillemert. Les allées qui servaient les différents hangars ont pris les noms de rues, d'avenues, avec les noms de tous les grands chefs militaires de l'époque, Foch, Pétain, etc. Et par extension, la base, quelques années plus tard, a pris le nom de son parrain, qui est la base aérienne Guillemert, toujours la BA-102, Georges Guillemert. Il est mort le 11 septembre 1917 parce qu'il a vu une escadrille complète d'avions allemands et qu'il est allé au-delà d'eux. Il n'était pas obligé d'y aller. Imaginez-vous, quand on ne retrouve pas le corps de quelqu'un donc qui meurt dans un combat, en fait, ce quelqu'un devient un mythe. Lorsque Georges Guillemert fut abattu aux commandes de son SPAD, on raconta aux petits écoliers français qu'il était monté si haut que son avion n'avait jamais pu redescendre. Guillemert est quand même le parrain de l'armée de l'air, dont la devise, l'armée de l'air l'a fait sienne avec faire face, aujourd'hui unis pour faire face. Pourquoi les cigognes ? Eh bien, à l'époque, les unités sont stationnées dans le nord-est, au niveau des zones de combat. Et donc, on compare volontiers ces oiseaux aux premiers avions, sachant qu'il y a bien sûr une valeur symbolique avec, à l'époque, l'Alsace et l'Alsace-Lorraine qui est occupée et pour laquelle donc les gens se battent. À la fin de la Grande Guerre, les aviateurs continuent d'occuper l'espace aérien. Ces as, qui ont développé au combat des qualités de voltige, proposent désormais des démonstrations plus pacifiques. Apparaissent alors les premières patrouilles acrobatiques. À Dijon, le capitaine Weiser fait voler 3, 6, 9, puis 18 avions attachés les uns aux autres par des cordes. Ce spectaculaire carrousel baptisé Cirque Weiser connaît un succès retentissant et renforce l'idée d'une nouvelle armée. C'est à partir de 1932 qu'on met en place toute l'organisation qui va permettre à l'armée de l'air de pouvoir prétendre à son indépendance un an plus tard. Et les bases aériennes constituent le creuset d'où va partir l'armée de l'air. C'est là qu'on invente le mot base aérienne. Et sur ces bases aériennes vont venir s'installer des unités volantes, des unités navigantes, des unités qui vont assurer la maintenance et des unités administratives. Mai 1940, la base aérienne de Dijon est sous les bombes. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands s'empressent de faire plier cette place forte tournée vers eux. En partie détruite, la base est rebaptisée Franz-Stalag 155, un camp de transit pour les soldats prisonniers. Plus de 35 000 y seront détenus dans des conditions épouvantables. La base abrite par la suite une école de bombardement et surtout de redoutables escadrilles de chasse de nuit. Pour neutraliser l'ennemi, les Alliés doivent absolument détruire ce nid de la Luftwaffe. Les 28 mars, 25 avril et 14 août 1944, la base est pilonnée à 3 reprises par les bombardiers américains. À la Libération, il ne reste de la base aérienne de Dijon qu'un champ de ruines. Au lendemain de la guerre, l'armée de l'air va se retrouver confrontée à la guerre froide, au début de la guerre froide, fin 47, début 48, avec des effectifs très bas et des matériels totalement obsolètes. Comme la France a été occupée pendant 4 ans, l'industrie française, qui tente de rattraper son retard, ne parvient pas à le faire. Alors que vont faire les aviateurs ? Ils vont se retourner vers le principal allié de l'OTAN en Europe, qui est la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne va nous vendre nos premiers avions à réaction. J'ai été affecté effectivement en mai 1950, sur cette base aérienne de Dijon, qui est une base déjà célèbre parce que c'était la première base de France à accueillir une formation composée d'avions
de chasse à réaction. Ces avions à réaction, c'était les Vampires. C'est une renaissance, l'arrivée des avions à réaction. C'est une renaissance par rapport à une révolution technologique indispensable. C'est à Dijon qu'en fait vont être formés les premiers pilotes d'avions à réaction. Dans la région, les pilotes de Vampires, nous étions les vedettes. Il n'y avait pas d'autres avions à réaction en métropole. Nous étions les seuls, en dehors bien sûr des centres d'essai. À l'heure du réacteur, l'entraînement des pilotes s'accélère. Vol en altitude, combats aériens, tir au sol, manœuvres de défense aérienne, défilés en formation massive. En pleine guerre d'Indochine et dans un climat de tension en Corée, cette nouvelle armée de l'air doit être prête à faire face. Il y avait une ambiance du tonnerre. Du tonnerre parce que on apprenait à dominer un nouveau type d'avion, d'avion en réaction, et on apprenait à dominer ses conditions d'emploi, et puis à dominer ses pièges aussi, ses pièges dans l'emploi, et des pièges techniques, ce qui nous a valu à l'époque des pertes tout de même assez importantes, même très importantes. C'était un avion où il n'y avait pas de rallumage en vol. Parce qu'on supposait que le réacteur, ça tournait, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête. Jusqu'au jour, un jour où il s'est arrêté d'ailleurs. C'est un avion sur lequel il n'y a pas de siège éjectable. Comme disait la notice, vous passez sur l'aile gauche et vous vous laissez glisser doucement sur le plan gauche. Bon. Comme disaient les Britanniques, c'était pas nécessairement mortel. Mais c'était spartiate, hein. Il n'y avait pas d'ordinateur. Hein. La salle d'opération, l'hiver, c'était chauffé avec des poêles à charbon. Il n'y avait même pas de plexiglas. Il y avait le tableau noir à la craie. Et là, le commandant d'escadrille à la craie inscrivait les noms, etc. C'est là où on faisait les briefings. C'était la vieille époque. C'était l'époque où il n'y avait pas d'avion civil à réaction. Au-dessus de 6000 mètres, on était les rois du ciel. Et on a pris une mauvaise habitude, parce qu'au-dessus de 6000 mètres, on faisait ce que l'on voulait. Le vol à grande vitesse nécessite, en cas de danger, l'éjection automatique du pilote. Ce dernier est projeté avec son siège par l'explosion d'une charge de poudre. Vous allez voir l'éjection d'un parachutiste d'essai. Pilotes et ingénieurs risquent leur vie pour que la France rattrape son retard technologique. Et c'est à partir de 1953 que la BA-102 reçoit l'Ouragan, puis le Mystère, les premiers avions à réaction français fabriqués par Dassault. Ce Mystère 4 est historique pour la base de Dijon. Il est historique à deux points de vue. D'une part, c'était le premier avion supersonique équipé à la deuxième escadre, à partir de 1956. Et l'année suivante, cet avion équipe la patrouille de France qui s'installe effectivement à Dijon et qui revêt ses ailes tricolores, son empennage tricolore qu'on retrouve par la suite sur tous les avions de la patrouille de France, les Magistères et actuellement les Alpha Jet. On partait comme ça, on montait, on passait sur le dos, on revenait, on venait comme ça. J'ai eu la chance d'être choisi. Bon, les critères, je pense que je ne devais pas être trop mauvais, c'est pour ça. Et les autres aussi, d'ailleurs. Et moi, j'avais la place de charognard. C'est la place, c'est un peu barbare comme nom, mais c'est le nom de position derrière le leader. Il y a équipier gauche, équipier droit et charognard. À l'époque, quand on travaillait à 4. Maintenant, même qu'ils travaillent à 8, il y a toujours le charognard derrière. Comme une expression qu'on a dans le métier, il faut mordre le coussin. C'est-à-dire que
Je peux dire que je ne me suis jamais fait larguer en patrouille. Quand on fait les changements de formation et tout, c'est très pointu ce qu'on fait. Alors donc il faut avoir une confiance absolue. Il y a eu plusieurs accrochages. Moi on a eu un accrochage en fin de boucle, en changement de formation. On terminait à peu près à 200-300 mètres d'altitude. On était au-dessus des allées du parc et on s'est encadré. Des fumigènes, parce qu'il y en a qui en avaient déjà, fumigènes blancs, et nous on voulait des fumigènes bleu, blanc, rouge. Au début, on ne savait pas comment en faire, enfin, ceux qui s'en occupaient, surtout les techniciens, et en fin de compte, on a eu du rouge, enfin plus exactement, c'était du rose. Rose, oui, c'était rose parce qu'ils n'avaient pas encore trouvé la formule. Hein. Alors donc après, il y a eu du bleu, et le blanc, c'est simplement de l'huile de vidange de réacteur. Mais l'huile de vidange de réacteur, c'est pas comme une voiture. Ça sort net. Hein. La patrouille de France s'installe durant 5 ans sur la base aérienne de Dijon. À l'aube des années 60, elle constitue la vitrine d'une armée de l'air qui, non sans difficulté, est redevenue l'une des meilleures au monde. 165 pilotes qui ont fait partie de la patrouille de France. Donc 16 qui sont tués à l'entraînement ou en meeting. Ah ben oui, c'est... Excusez le terme, c'est un jeu de con, hein. Mais c'est tellement réjouissant en prenant, on ne regarde pas du tout. Et l'avantage, quand vous avez l'étiquette Patrouille de France dans le dos, vous la gardez toute votre vie. Vous voyez, et puis j'ai même encore, vous voyez, je suis même devant là. Quand nous sommes allés pour demander la façon de pouvoir faire des aventures avec ces personnages, on nous a dit le seul endroit plausible, c'est la base de Dijon-Longuevic, où il y a le nouvel appareil qui est apparu sur cette base, qui est le Mirage 3C. Quand je l'ai vu sur la base, j'ai eu un coup de cœur parce que cet avion était tellement beau, avec son aile delta, que j'ai appris d'ailleurs plus tard que Marcel Dassault, le créateur, disait toujours, pour qu'un avion vole bien, il faut qu'il soit joli. J'y pensais étant jeune, mais malheureusement, je n'ai jamais pu avoir un brevet de pilote, mais je me suis défoulé sur le dessin. Je me suis mis dans la peau d'un pilote en me disant, ça peut être fait que comme ça, et je crois que je ne me suis pas beaucoup trompé, parce que je sais que nous étions suivis par les pilotes de l'armée de l'air, et s'ils avaient fait une erreur, ils nous l'auraient fait remarquer tout de suite. On se passionnait, on se disait pourvu qu'on ait des lecteurs. Il y en a eu, il y a eu des lecteurs qui me disent aujourd'hui, vous savez que je suis rentré dans l'armée de l'air à cause de vous. Ça me flatte un peu, surtout quand c'est un général qui me dit ça. Oui, il y a beaucoup d'officiers maintenant qui sont évidemment des personnes âgées et qui m'ont connu quand ils avaient 10 ou 12 ans, quoi. Toujours stable ? Oui. Je me souviens des premiers moments où j'ai servi à Dijon, où j'ai eu la chance d'être affecté au Cigogne. C'est vrai que c'était quand même, pour une part, la réalisation d'un rêve, pour ce qui me concerne, puisque ça renvoyait au Chevalier du Ciel, Tanguy la Verdure. Et c'est sûr que quand vous volez avec une cigogne sur la dérive, oui, c'est pas rien. C'est pas rien.
Ce Mirage 3C était donc un avion aux performances tout à fait extraordinaires et qui vraiment nous faisait entrer dans un domaine nouveau pour nous pilotes. Il y a beaucoup de choses à découvrir, c'est le domaine d'utilisation en avion dans la haut supersonique. Ceci dit, ça n'a pas été facile, parce que cet avion est arrivé, il avait fait son premier vol, si je ne me trompe, en 1956, et nous étions quand même en 1961. C'était vraiment un record du monde de brièveté d'un avion où tout était nouveau. On décollait avec 300 litres d'acide nitrique sous FS, quand même. Hein. Ce qui fait qu'il y a un hangar spécial qui avait été réalisé pas loin du bout de piste pour l'entretien des moteurs fusées, parce qu'il y a de l'acide nitrique, donc il y avait un système de ventilation particulier, et pour le personnel travaillant là-dessus, il y avait des équipements spéciaux aussi. On ne manie pas l'acide nitrique facilement. Ce moteur fusée, c'était le moteur qui a le mieux marché de toute l'armée de l'air. Hein, il n'y a pratiquement jamais eu d'incident. Il donnait 1,5 tonne de poussée supplémentaire, il suffisait de mettre un bouton, que vous soyez au ras du sol ou que vous soyez à 12 000 mètres d'altitude. Et à 12 000 mètres d'altitude, une poussée supplémentaire de 1,5 tonne, poum, ça vous permettait d'atteindre non seulement Mach 2, mais une altitude de 22 000 mètres. D'où la nécessité, au-dessus de 15 000 mètres, d'avoir un équipement spécial qu'on appelait la bide-lumière. Pour revêtir l'équipement haute altitude, il est nécessaire de se dévêtir complètement. Alors que la course à la Lune est engagée, les descendants de Georges Guilmer s'équipent tels des cosmonautes pour flirter avec l'espace. Eh bien, le Sambo, à partir de 52 000 pieds, ça ne doit pas être marrant, ça ne m'est jamais arrivé, mais enfin, ça peut arriver. Donc, au-delà de 52 000 pieds, il faut une combinaison spéciale. La combinaison stratosphérique. Et nous, disait-on, si vous utilisez votre siège éjectable au-dessus de 15 000 mètres, vous avez quelque chance de vous en tirer. Mais c'était un spectacle extraordinaire, parce que quand vous étiez là-haut, à Mach 2, vous mettez la mètre des gaz dans la poche, vous vous laissez glisser, mais vous faites 200 km en planant. C'est formidable. S'il fait beau, c'est une excellente leçon de géographie, ça, et on voit la rotondité de la Terre. Là, c'est blanc, puis après, un joli bleu ciel, un peu plus sombre, et en levant la tête, c'est tout noir au-dessus. On s'est rendu compte que de monter à 20 000 mètres, ça ne servait à rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne. Nous avons connu avec Sarlier le pilote d'essai qui a essayé la première fusée qu'il y avait sous le Mirage 3C. Eh bien, le premier essai était une catastrophe parce que le moteur a explosé. Il a ressenti un choc, il nous racontait ça. Donc il a senti que l'appareil pouvait quand même atterrir. Il a atterri et quand il a vu son appareil, il a eu très peur. Et c'est ce qu'on a raconté par le dessin, comme s'il y était. Avec le Mirage 3, l'armée de l'air affiche fièrement depuis Dijon la maîtrise du ciel à toute altitude, y compris sur les couches ultimes de l'atmosphère, pour intercepter d'éventuels avions espions. Dans ce climat de guerre froide, où il s'agissait d'impressionner les gens d'en face, eh bien, on nous a donné des missions assez curieuses et amusantes. À partir de Dijon, on allait jusqu'au rideau de fer. Là, on prenait le Cap Nord, on longeait la frontière tchèque et on accélérait Mach 1,5, 1,6 pour montrer aux gens d'en face combien on avait un avion qui avait de hautes performances. Et c'était amusant parce qu'on a vu plusieurs fois des traînées, des avions qui venaient. On ne pénétrait pas hein, sur le territoire de l'autre côté. Mais c'était une démonstration aux autres pour leur dire, vous voyez, on a des avions, nous, aussi à haute performance. Nous avions l'aval de l'armée de l'air qui nous accordait justement ce droit de photographier les avions. Ce qui était quand même assez étrange, parce que c'était une base de l'OTAN, mais pour eux, ils avaient très bien compris, au ministère de l'armée de l'air, que nous étions quand même des gens qui apportions une image de l'armée de l'air nouvelle
Et une propagande, il n'appelait pas ça comme ça, mais on s'est rendu compte que c'en était une belle. Et il savait très bien ce qu'il faisait en nous accordant tous ses droits. Le seul mot d'ordre que nous avions, c'est de faire des personnages issus de notre culture. Et voilà comment, donc, avec Sarlier, on a fait cette histoire de pilote français. C'est une idée de Sarlier de faire un personnage principal qui était plutôt bel homme, sérieux, et puis à côté de lui, un personnage un peu moins sérieux, plus dynamique et plus drôle, qui est devenu la Verdure. Quand j'ai quitté moi, la série, c'est à ce moment-là que la série est passée à la télévision, en feuilleton. Et on a pris deux comédiens, évidemment, pour jouer les principaux rôles. La Verdure a été faite par Christian Marin, et puis Tanguy par Saxanti, qui était un garçon formidable, tous les deux très grands, mesurant plus d'1,90 m. Ça concordait justement avec ma façon de voir les héros. Vous voulez que je vous parle de la Verdure? Tanguy la Verdure. Ils sont arrivés sans rien. Ils ont envahi la salle d'opération. Ah oui. Ils ont collé des panneaux pour la réflexion de lumière, amortir le sang. On ne pouvait plus travailler. Alors, on leur a construit une salle d'opération dans ce qu'on appelait à l'époque la Maison Rose. Hein, ils ont une salle d'opération avec les tableaux, tout le machin, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Mais ils avaient fait une séquence en l'air. Ils étaient donc en habit stratosphérique, en biplace, et il fallait, moi j'étais devant, sur la perche là-bas, il fallait que je secoue comme ça l'avion pour simuler la turbulence à 70 000 pieds. J'ai secoué l'avion. Si un jour vous voyez cette séquence-là, eh bien, si vous voyez l'avion bouger, c'est moi qui suis devant. Et eux, ils sont dans combinaison là-dedans. Alors on les a chambrés. Bon, c'est pas la peine de faire un film sur l'aviation pour passer être mille culs dans un avion. Je vous dis comment on le parlait à l'époque. Bon, alors en fin de compte, ils ont fait un tour d'avion. Et comme ils nous avaient ennuyés, ben, le tour d'avion était court, si vous voulez. Il a décollé, un tour à droite, un tour à gauche, une mise d'eau, je pousse, retour sur le ventre, je tire, un tour à droite, un tour à gauche. Le petit sac, ben, sortez votre sac. Il est revenu se poser. On a dit, nous, on ne nettoie rien, c'est à vous de nettoyer. Oh, il y avait 4 ou 5 pilotes avec des pots remplis d'eau, des gros pots, hein, des bassines. Quand ils sont arrivés, La BA-102, plus que jamais sous les projecteurs. À cette époque, elle rayonne dans le monde entier et devient l'Académie de la chasse, formant des pilotes de tous les pays. Oui. Ben, tous ceux qui ont acheté tous ceux qui ont acheté les Mirages, voilà. Oui. Pakistanais, Saoudiens, Libyens, Israéliens, certains, Péruviens, Colombiens, Brésiliens, Argentins, Vénézuéliens. Hein, et là, c'était pas des gamins. Hein, il y avait des commandants d'escadre, des commandants d'escadron et qui avaient le paquet d'ordre de vol. Il ne fallait pas leur montrer n'importe quoi, ni leur raconter n'importe quoi. Alors, il y en a qui passaient des avions musculaires, j'appelle ça moi. Vautour. Je tire. Hein. Et je me rappelle en allant au mess, là, un Argentin, Maquet, Sato, c'est des problèmes. Dites-moi si je peux ou si je ne peux pas. Bon, je les prends en double après, et puis là, je les dressé, si vous voulez, hein, pour qu'ils pilotent correctement, parce que... J'ai 4200 heures de ce Mirage 3. Ça m'était arrivé qu'une fois. Lorsque vous êtes installé dedans, vous voulez voler, ben, il faut descendre la verrière. Donc on prend le bras gauche, je rappelle, avec l'index. L'index, on appuie ici, parce que la verrière descend. Si vous laissez l'épaule, attention. Hein. Donc on faisait ça. On l'avait expliqué à tous ces étrangers, à tous les Français. Lui fait ça. La verrière descend.
Seulement, il oublie de retirer son doigt et ferme la verrière. Et ça lui a coupé le doigt. Waouh! Tu te rappelles de ça? Il gueule comme pas deux dans l'avion. Qu'est-ce que je peux pas ouvrir? Alors j'ai appelé la tour de contrôle par radio, qu'ils appellent les opérations, qu'ils appellent l'infirmerie qui se trouve là derrière, qui viennent me dégager. Je n'ai pas fait attention qu'il avait laissé son doigt dedans, le gars. Il n'a plus jamais voulu revoler. À l'époque, nous étions en pleine guerre froide. Hein. C'était pas loin de l'affaire de Cuba, hein, il y a quelques années auparavant. Et il y avait donc une nécessité de prendre les affaires au sérieux. Et oui, voilà, la salle d'opération, oui. Plan de desserrement, les ordres, deuxième escadre, ouais, Dijon. Ouais. C'est un PC enterré que les Allemands avaient fait et dont on a redécouvert le charme en quelque sorte à l'occasion de manœuvres. C'était en 1964. Je commandais l'escadre à l'époque et c'était une époque où nous avions le souci d'entraîner notre personnel dans une ambiance la plus opérationnelle possible, c'est-à-dire dans des conditions qui sont celles de la guerre. La France commençait à prendre sa distance par rapport à l'OTAN, car elle était devenue puissance nucléaire. 1964, il ne faut pas l'oublier, octobre 64, c'est la date de la première mission des Mirage 4 nucléaires dans le cadre de notre stratégie de dissuasion, qui était la nouvelle stratégie de la France, qui préserver l'autonomie de décision de la France, non pas son indépendance, c'est son autonomie de décision. D'autre part, c'était l'époque où le général de Gaulle voulait absolument que l'espace aérien français soit contrôlé, soit respecté. Et depuis 1963, nous prenions l'alerte permanente, 24 heures sur 24, en bout de piste, où avait été construite une hangarette spéciale pour que 2 avions d'alerte qui soient là, avec des pilotes en permanence dedans, de jour comme de nuit, puisque le Mirage 3C était un intercepteur tout temps, capable d'intercepter de jour, de nuit, dans les nuages ou pas. Eh bien, on entre dans ce qu'était le hangar de la permanence opérationnelle. Qu'est-ce que c'est que l'APO, hein, Marcel? L'APO, en principe, il y a 2 avions. Alerte permanente. Avec des pilotes plus une équipe de mécanos. Les avions sont là pour assurer la police du ciel, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, porter secours aux avions qui sont perdus et les amener sur une base en sécurité. En général, les gens sont dans les locaux de l'alerte, en combinaison de vol, et dans le hangar, il y avait des lampes, des grosses lampes, plus une sirène d'alerte. On entendait la sirène. Quand c'était d'urgence, il y avait la lumière rouge, plus la sirène. On demandait alerte, décollage. On pénétrait sur la piste, ce qu'on appelle en rolling take-off, sans s'arrêter, et on suivait les ordres du radar. Voilà, c'était ça la permanence opérationnelle. C'est un avion de transport russe qui avait décollé de je ne sais pas où et traversait la France sans plan de vol. C'était un gros biréacteur. J'étais en patrouille avec lui. À la radio, il ne répondait pas, il disait strictement rien. J'ai pris son immatriculation, etc. Puis après, j'étais à Courpétrol. C'est un avion de Creil qui a dû prendre ma relève pour le ramener. Mais imaginez-vous qu'il part sur Paris. Il ne répond pas. Ça aurait été un système russe. Hein. Il fallait le flinguer avant qu'il n'arrive sur Paris, s'il ne répond pas. Et quand on vous dit auto-scramble, vous aimeriez bien que ce soit un autre qui s'en occupe. Hein, parce que vous êtes supposé tirer. Les mécanos arment les avions, vous décollez, et comme j'étais conditionné pour intervenir face à l'Est, si vous voulez. Je vire à l'Est,
en montant, et puis là, je me dis, mais qu'est-ce que tu as entendu? Face à l'est ou ailleurs? Et c'était au cap 330, 340, si vous voulez. Alors en montant, j'ai fait un petit virage pour aller descendre un F-104 canadien dont le pilote s'était éjecté et l'avion volait tout seul. Oui. Alors, bien sûr, j'ai commencé à aller vers le 104, mais il est tombé par terre avant que j'arrive. Bon, ça nous parle, tous les endroits nous parlent. On y est resté tellement longtemps, il y a toujours des petits gags à droite, à gauche. Oui, c'est vrai. On en garde un bon souvenir, parce qu'on a eu des bons patrons, je dirais. Ah oui, oui. Ils étaient différents, mais on a toujours... Je ne vais pas leur passer la main dans le dos, mais on a toujours eu des bons patrons, de bons commandants d'escadre. À l'époque, les escadrons... Oui, c'est certain que ça nous rappelle des tas de souvenirs. La preuve, c'est qu'on parle facilement, avec passion, de tout ce qu'on a vécu. C'était une période très riche parce qu'il y avait plus de possibilités. Mais je pense que les jeunes pilotes, ceux qui sont présents actuellement, ont autant de plaisir que nous en avons eu quand on l'a fait nous-mêmes. Alors là, vous êtes dans ce qui était autrefois le chantier des Pagnies, où j'ai travaillé dans mon jeune temps. Alors nous, on s'occupait principalement de gérer les attentes des avions, c'est-à-dire qu'il y avait un circuit. Les pilotes, les avions arrivaient de différentes bases, ils avaient chacun des créneaux. Alors il y avait ceux qui venaient de Toul, de Nancy, de Saint-Dizier, de Luxeuil, un peu de partout. Il y avait 3 sortes de tirs. Il y avait du tir canon, du tir bombe et du tir roquette. Les roquettes, ça s'est vite arrêté parce que le terrain est quand même relativement sec. Il y avait beaucoup de ricochets et on a perdu quelques avions. Vous savez, les pilotes de chasse des années 80, c'est pas ceux de maintenant. Hein. Ils étaient un petit peu... Ils aimaient bien outrepasser des petites choses. Il fallait un petit peu, des fois, faire le gendarme là au milieu. Après avoir bien fait ce qu'ils avaient à faire, pour un passage, on en a vu passer là. Oui, c'était le jeu. Mais c'était une époque. Des vignes sur une base aérienne, c'est pas banal. Seul Dijon possède une vigne, fait unique dans les annales de l'armée de l'air, je pense. Et pourquoi une vigne à Dijon? Eh bien, c'est tout simplement pour commémorer un événement majeur qui s'est passé en 1984, le 2 juillet 1984 d'une façon plus précise. On célébrait la mise en service opérationnel du Mirage 2000, nouveau fer de lance de l'armée de l'air, qui est donc affecté à la 2e escadre de chasse, ici même à Dijon. Alors pour célébrer cet événement, le colonel Pélisson, qui commandait alors la base aérienne, décide de planter 2000 pieds de vigne, scellant un petit peu comme ça les traditions de l'armée de l'air et les traditions du terroir de Bourgogne. Donc ce caveau, qui n'est autre qu'un bunker que la Luftwaffe a construit dans les années 40 au moment de l'occupation de la base. Et dans ce caveau, je tiens à saluer Stéphane, qui est le maître des lieux. Bonjour Stéphane. Bonjour à vous. Aujourd'hui, tout se produit sur la base, c'est-à-dire qu'on va, dans notre petit caveau, élaborer le vin, le mettre en bouteille, et puis procéder à son habillage après. Donc tout se déroule vraiment ici, entre nous.
Il y a des goûts qui sont pas du tout typiques du chardonnay, avec parfois des goûts un peu muscatés, voire même bourgeons de cassis. Suivant les années, c'est plus ou moins marqué, donc c'est plus ou moins agréable. Aujourd'hui, on arrive à faire un petit Bourgogne blanc sympathique. Les mauvaises langues disent même qu'il a un goût de kérosène. C'est ça, ouais. C'est ce que je disais, malheureusement de moins en moins, mais... De moins en moins. Entre le Mirage 3 et le Mirage 2000, par exemple, la précision de tir, elle est passée de 1 à 100. C'est-à-dire que quand on a vu les premiers 2000 venir ici, elles ont beaucoup souffert, les cibles acoustiques, hein, parce qu'ils tapaient dans le bouclier systématiquement. En fait, le but du jeu, c'était pas de taper dans le bouclier, c'était de taper autour. Et là, les cibles, elles ont vraiment souffert avec l'arrivée du Mirage 2000. Quand vous voyez que maintenant, il y a des visus qui sont sur le casque des pilotes, hein. Oh, alors avant, c'était tout du... Hein. La BA-102 et les Mirages ont un demi-siècle d'histoire en commun. De 1961 à 2011, ces avions supersoniques décollèrent de Dijon pour participer à la plupart des conflits internationaux. Crise de Suez, Koweït, Kosovo, Afghanistan, Libye. C'est aussi à Dijon qu'une jeune femme devint la toute première pilote de chasse sur Mirage 2000. Je me vois pas comme la première femme pilote de chasse, je me vois plutôt au sein de ma promotion et donc on est tous pareils, et on est tous aussi contents et tous aussi fiers et nos parents également. Lieutenant Aigle! J'ouvre la voie pour celles qui vont suivre, il y en a déjà une qui me suit et puis j'espère qu'il y en aura d'autres encore derrière. En 2011, les regards se détournent de Dijon. Les cigognes s'envolent définitivement et emportent avec elles les derniers mirages. Il ne reste alors que le 2-2 Côte d'Or, un escadron d'entraînement haut niveau composé de pilotes experts. Ici, à Dijon, on a un escadron qui est un peu particulier, puisque on n'a que des anciens pilotes. Donc chez nous, ça correspond à la qualification de chef de patrouille. Moi, j'avais une sensibilité particulière pour la vitesse, d'une part. Et donc, c'était l'engin terrestre qui était quand même finalement le plus rapide, l'avion de chasse, et ça le reste encore. Un Mirage 2000, à sa vitesse maximum, circule à une vitesse sensiblement supérieure à celle d'une balle de fusil à la sortie d'un canon. Et puis, dans mon imaginaire personnel, c'était mon Everest. J'ai vécu dans le nord-est de la France. Le nord-est de la France, c'est quand même une région qui était assez chargée en activités aéronautiques militaires. Quand j'allais me balader, quand j'allais à la campagne, etc., combien de fois j'ai pu voir des Mirage 3 à l'époque passée, voir des avions éventuellement américains, des F-16, etc., qui nous survolaient. Et effectivement, ça n'a fait qu'entretenir ma motivation pour poursuivre un cursus. Je pense qu'on peut comparer à un boulot de chirurgien. Et finalement, on ne vole pas pour voler, de la même façon qu'on n'opère pas pour opérer. On agit dans un cadre qui est très, très rigide. On agit sous contrôle d'un certain nombre d'autorités. Nos missions sont systématiquement débriefables. On ramène un avion maintenant, c'est
un monstre de complexité. Un avion moderne, ça comprend une somme de systèmes qui s'empilent les uns sur les autres. Ça n'a plus véritablement peut-être le côté romantique des années 1920. En revanche, le plaisir reste là en tant qu'opérateur. Ça peut paraître simple, hein. Quand on se met au volant d'appui, son avion décolle, ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. Mais à l'intérieur, il se passe des choses quand même des fois. Entre-temps, il s'est passé pas mal de choses entre le départ et le retour. L'art du combat aérien, il a changé depuis les années 30, 40, les Chevaliers du Ciel même, Top Gun, pour reprendre les références, on va dire, les plus ancrées dans la tête du grand public. Ce qu'on appelait le combat rapproché, finalement, c'est quelque chose qui intervient en général en dernier recours. Maintenant, on travaille beaucoup au-delà des portées radar. On va avoir des combats qui sont de plus en plus à distance. On ne va pas y passer 2 heures, on n'a pas le pétrole pour y passer 2 heures, on a de bonnes raisons aussi, étant donné l'environnement, des menaces, de ne pas vouloir y passer 2 heures. On a aussi d'excellentes raisons de vouloir atteindre parfaitement l'objectif militaire qui nous est assigné. Donc on a effectivement une grosse pression. Mais la pression, elle s'évacue assez rapidement dans la mesure où elle est liée à un processus. Et quand on est dans un avion qui avance à 450 nœuds en basse altitude ou à Mach 0,9 en haute altitude, j'ai envie de dire, on n'a plus véritablement le temps de penser. Et en tout cas, c'est pas le moment de se poser des questions. On espère que ça va aller parfaitement à l'endroit qu'on a visé. On n'a pas envie que ça aille à côté. J'ai vécu plein de choses sur cette base et de savoir qu'il n'y a plus beaucoup d'avions militaires qui vont décoller et se poser ici, c'est un énorme crève-cœur. Hein. Il s'est passé tellement de choses ici. Le tournage des Chevaliers du Ciel, les arrivées des Mirage 3, tous les nouveaux avions nés ici. Vous savez, il y a quelques grands généraux qui sont passés ici en tant que patron de base ou commandant d'escadre. Il y avait un tremplin à Dijon. Ben, ça, c'est fini. Quand même, la base Guilmer, qui a plus ou moins longue échéance, un jour, on se doute bien que ça va fermer. C'est dur. Georges Guilmer a ouvert le ciel à plusieurs générations de pilotes qui se sont succédés durant un siècle. Weiser, Le Gros, Forger, Château, Charin, Tanguy et la Verdure, Aigle, et bien d'autres associés pour toujours à l'histoire d'une base désormais mythique, la BA-102 de Dijon-Longwy.